Bien, bonsoir. Bienvenue pour cette conférence proposée par Agatha Ingarten, que je remercie d'avoir accepté l'invitation de Clara Guisselin pour cette nouvelle conférence dans le cycle La création à l'heure des préoccupations écologiques. Je passe la main à Clara, qui va vous présenter Agatha Ingarten, et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à toutes et tous. Alors je vais faire une petite présentation assez succincte du travail d'Agatha, enfin, surtout un peu de son parcours, et puis après je vais lui laisser la parole. Donc la conférence, elle va durer environ 1 heure, et donc vous êtes invités après à un échange, à poser des questions à Agatha, donc à la suite de sa conférence. Voilà. Alors, Agatha est une artiste polonaise, d'origine polonaise. D'ailleurs, tu as la nationalité française aussi, oui. Maintenant. Tu as fait tes études aux Beaux-Arts de Paris, dont tu es sortie diplômée en 2018. Tu as également étudié à la Cooper Union à New York durant ton passage aux Beaux-Arts de Paris, en échange. Tu as une carrière internationale, tu as exposé dans de nombreux pays, mais aussi beaucoup en France. En 2019, tu as exposé au Palais de Tokyo dans l'exposition Futur Anciens Fugitifs, à la Kunsthaus de Vienne en 2020. Tu as exposé au CAPC dans l'exposition Barbe à Papa, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. 2022. En 2022, donc maintenant il y a 2 ans. Au Palazzo Bolani à Venise, dans le cadre d'une exposition organisée par Nicolas Bourriaud, The Radicants Climate Change. Tu es représenté par la galerie Bertolt Pot à Cologne, où tu as réalisé plusieurs expositions, et une qui vient de s'achever en janvier 2024 et qui s'appelait Emotional Security Service. Tu vas exposer bientôt pour la Biennale de Gwangju en Corée donc du Sud, sous le commissariat, encore une fois, de Nicolas Bourriaud. Parmi les différentes résidences, tu as fait beaucoup de résidences dans plusieurs pays. Je peux parler de la résidence que tu as réalisée à la Fondation Martel, à la Fondation Fiminco, ou encore à la Cité internationale des arts, pour celles qui se sont déroulées en France. Tu as une pratique de la sculpture qui s'étend vers plusieurs domaines, mais disons que peut-être, je t'ai entendu dire que tu te définis quand même aussi comme sculptrice, avant tout, et tu développes aussi, à partir d'une réflexion sur la notion de matérialité, tout un travail qui va et s'étend de plus en plus d'ailleurs vers la vidéo, vers des formes performatives. Tes expositions prennent souvent la forme d'installations globales où des éléments et des matériaux entrent en interaction. Des matériaux souvent organiques, d'origine naturelle parfois. Alors, moi j'avais souvent vu, tu as utilisé de manière récurrente depuis plusieurs années du sucre et en état de carbonisation. Mais aussi des coquilles d'huîtres, de la cire d'abeille, des papillons, des champignons comme le champignon Lion's Mane peut-être dont tu nous parleras, qui donc s'intègre depuis quelques temps dans tes installations. Et donc ces éléments entrent en confrontation, s'agrègent ou s'agglutinent avec des éléments qui sont empruntés à des environnements qui évoquent plutôt le champ donc de l'architecture, on va dire urbaine, contemporaine. Tes sculptures évoquent d'étranges machines complexes, mutantes, parfois dysfonctionnelles, qui évoquent des projections futuristes d'un futur souvent teinté de résonance post-apocalyptique. L'invitation qui t'a été faite donc à intervenir dans le cadre de ce cycle, la création à l'heure des préoccupations donc écologiques, est vraiment aussi liée à l'intérêt que tu portes aux relations entre la nature et la technologie, l'ère de l'Anthropocène, mais croisée aussi à l'ère du Capitolocène. Donc tu t'intéresses aussi à des nouvelles formes de récits que le capitalisme aussi génère, des sortes de projections vers aussi des notions de post-humanisme qui renvoient donc voilà, encore une fois, je reprends aussi des termes qui reviennent souvent quand on commente ton travail.
Alors depuis 2019, ton travail a pris vraiment une dimension aussi, on va dire, plus fictionnelle. À travers un projet qui s'intitule The Dream House World, que tu définis comme une simulation de la vie réelle et qui donne lieu à des installations de sculptures et de vidéos, mais aussi donc à différentes performances, où l'on suit la mutation et l'évolution de personnages que tu as appelés les Butterfly People. C'est des jeunes gens qui sont en fait à la base, des personnages aux identités relativement fluides et indéterminées. À la base, c'est quand tu as commencé aussi à filmer au sein même de ton groupe d'amis. En fait, je crois que c'était pendant une résidence à la Cité internationale des arts à Paris, peut-être même pendant le Covid, il me semble, non, cette série de vidéos. Et donc, tes expositions, traduisent à chaque fois une phase différente d'individualisation de ces butterfly people au sein d'un groupe. Et donc, dans plusieurs de ces vidéos, peut-être tu en montreras des extraits, tu filmes donc ces corps de ces personnages en interaction dans des mouvements corporels qui évoquent la danse, la transe, parfois la possession. Et tout une façon aussi à travers ces mouvements de générer une énergie qui alimente ce système de la Dream House dans lequel il se trouve et souvent dans lequel il semble aussi en même temps piégé puisque toute l'énergie qui sécrète sert en même temps à alimenter justement ce système. Voilà. Et donc ton travail aussi dans cette dynamique un peu de création d'un monde alternatif permet aussi de réfléchir aux notions par exemple de fabulation spéculative, donc des formes de narration qui peuvent être exprimer des capacités de résistance à ce qu'on pourrait définir comme l'inexorable, notre avenir perçu comme un mouvement inexorable en fait vers une dégradation en fait. Et donc la question du monde d'après t'intéresse aussi dans ton travail et est traversée par tous ces enjeux aussi écologiques mais aussi sociaux, culturels. Voilà, donc je te laisse la parole et puis on reviendra peut-être sur des aspects aussi dans les questions qui viendront après. Merci. Merci beaucoup Clara pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Ça va? Ok. Merci à tous d'être venus. Je parle pas très bien français, du coup je suis désolée pour toutes les fautes que je vais faire. Ok, et du coup voilà. Ok. Pendant cette conférence, j'aimerais bien vous présenter quelques projets que j'avais fait. Et en fait, je préparais on peut dire 3 sujets. Désolée, c'est écrit en anglais. Mais en fait, le premier, c'est nature contre l'architecture. Deuxième, c'est la notion des domestiques et l'espace public. Et troisième partie, c'est soi-même et l'autre. Et en fait, j'ai remarqué que dans mon travail, à part tout ce que tu avais dit, ce qui est très précis, merci, j'ai l'impression que je travaille sur une notion finalement c'est un mot en anglais qui s'appelle abject. Et en fait, ce mot exprime une sensation qui nous arrive quand quelque chose devient autre, on ne les reconnaît plus et ça crée une sensation un peu bizarre en nous. Et du coup, j'ai l'impression que dans tout mon travail, je cherche les frontières entre soi et l'autre, en fait, les frontières, mais les barrières, mais qui sont très, très, très fluides, en fait. Et du coup, les projets qui décrit peut-être le premier projet où qui était très important pour moi, c'était mon projet de diplôme aux Beaux-Arts, où en fait j'ai créé un narratif autour d'une maison dans la mer Méditerranée, en Croatie. Et du coup, cette narration, c'était des histoires écrites qui se passent dans la maison pendant que tout le monde est endormi. Et en fait, dans cette maison, il y a
n'y a pas vraiment quelqu'un qui était né là-bas, c'est juste une maison de vacances, de passage. Et du coup, j'ai commencé à inventer cette narrative dans laquelle cet endroit vit avec des histoires de gens qui passent par là-bas. Eux aussi est bougé par des éléments de nature. Et chaque objet placé là-bas, en fait, change un peu le narratif autour, si ça fait sens. Et du coup, dans l'exposition que je montrais aux Beaux-Arts, il y avait des pièces sonores qui étaient les histoires, qui sortaient des vases. Du coup, les motifs des vases, c'était un peu comme un conteneur de l'histoire, mais aussi des mots et des paroles. Et il y avait des vidéos que chaque vidéo décrivait un peu une autre partie de la maison, comme une partie de corps. Et aussi des pièces, des sculptures qui reprenaient certains éléments de cette maison ou certaines, certaines meubles de la maison. Et en fait, étaient faites en mousse acoustique qui était cristallisée dans le sel avec des papillons. Et du coup, c'était un peu comme si les sculptures écoutaient et accumulaient toute cette histoire qui est diffusée dans l'espace. Et que la narration soit aussi divisée en trois. Ça veut dire que la parole est séparée, les vidéos, les images sont séparées, et aussi les sculptures, ou tout le set, on peut dire, c'est comme il y avait trois dimensions un peu. Et du coup, de travailler sur un narratif dans dans les plusieurs contextes, en fait, c'était quelque chose qui était très important dans mon travail. Et aussi qui m'a permis d'explorer pas mal de différentes matières. Et en fait, j'ai jamais eu une technique avec laquelle je travaillais beaucoup, mais par exemple, pour ces projets-là, j'avais besoin de faire de la céramique. Et du coup, à chaque fois, quand je rencontre une technique, j'essaye de l'apprendre un peu, après de défaire, pour que en fait, ça sert à mon narratif et que ça soit pas... Est-ce que ça fait sens ce que je dis? C'est pas la matière qui m'emporte, mais que je l'utilise pour contexte et pour ce que ça veut dire aussi, ce que ça veut dire la céramique, ce que ça veut dire le symbole d'une vase, la manière dans laquelle c'est fait. Et aussi, je l'ai mis en dialogue avec des vrais amphores qui étaient trouvés dans la mer, qui sont présentés dans la maison et qui, en fait, dans la narration, transportent et écoutent les informations qui sont dans les télés. Et du coup, après, on a aussi une confusion de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce que c'est un objet que j'ai amené dans cette narration. Voilà. Si vous avez des questions aussi, genre, ils peuvent demander des questions. Okay. Voilà. Là, c'est l'amphore. Là, c'est l'amphore. Et aussi, j'aimais beaucoup que... En fait, tout ce projet de mon diplôme, j'ai écrivé aussi un mémoire sur l'ennui, et l'ennui comme un état dans lequel, comme un état peut-être méditatif ou d'attention finalement, dans lequel on remarque des choses qui peut-être n'étaient pas là avant, on remarque des détails, et de chaque de ces détails, c'est comme si la réalité nous regardait en face, et il y a des mythes qui commencent à se créer. Et du coup, comme ces éléments des vases, finalement, on dirait qu'ils ont des visages, enfin, c'est vraiment des objets trouvés dans la mer, ce que j'ai trouvé assez incroyable aussi. J'aime trop aussi trouver des choses dans la réalité qui m'entoure et l'amener dans la narration, parce qu'ils sont tellement pas probables qu'on dirait que je les fais moi-même, mais en fait, ils ont toujours été là. Et du coup, comme cet amphore, par exemple, elle a complètement un visage, il y en avait plusieurs comme ça. Et après passer 2 mois dans cette maison où j'ai installé des pièces, il y avait aussi des pièces en caramel. Enfin, c'était un peu, ça rejoignait toutes les pièces que j'avais fait pendant toute l'année. Je les ai juste placées dans la maison. Et tout commençait à se mélanger. Et certaines, là on a des petites images, et certaines sculptures que j'avais fait sur place, ça a duré 2 semaines le tournage.
par exemple, en plaçant celle-là, il y avait toutes les chats qui sont arrivés. D'un coup, il y avait 10 chats qui dansaient autour de la pièce. Et du coup, ça créait des moments assez magiques, comme si vraiment la maison, quand on la regarde, a commencé à nous donner des histoires. Enfin, finalement aussi, il y avait la neige qui a tombé, alors que c'est une île en Croatie et ça arrive une fois en 20 ans. Enfin, c'était vraiment un moment magique et c'était comme si on regarde un endroit, il commence à nous parler. Et du coup, pourquoi je montre ce projet-là Pardon. Je repartais du début. Je repars du début. Ah oui, du coup, nature et l'architecture. En fait, je crois que c'est là où c'était le projet que j'ai appelé The House. Et je me suis rendu compte que depuis 2018, depuis ce projet-là, chaque de mes projets contient une notion de maison ou chez soi, ou qui est très lié avec le fait que j'en ai pas en fait, et que je suis partie de Pologne quand j'avais 18 ans, j'ai vécu en France, et du coup à chaque fois, il y a cette sensation que je me sentais jamais chez moi dans des endroits, et toujours de passage, et j'ai l'impression que c'est peut-être une sensation que beaucoup de gens vivent. Voilà. Alors, parlons de nature et architecture. Ce qui m'a beaucoup attiré avec cette maison que vous voyez ici, c'est que c'est une maison comme dans le banlieue, on peut dire, un pavillon. Et en fait, de loin, elle ressemble presque comme si c'était une maison qui est faite en 3D, un peu comme si c'était des Sims. Et en fait, elle est placée dans ce paysage magnifique méditerranéen, rempli de mythes, mais la réalité de cet endroit est un peu différente. Et aussi, bon là, je n'ai pas envie de parler de tourisme, mais c'est vrai que la manière dans laquelle on voyage, on visite certains endroits, ça change beaucoup les paysages. Ça devient juste une partie de paysage. Je sais pas, qui pour moi, surtout en Croatie, les Balkans, les pays un peu de l'Est, je sais pas comment expliquer pourquoi cette architecture c'est important pour moi, mais du coup c'est très spécifique. Du coup après l'école, je développe plusieurs choses en même temps. Et là, maintenant, j'arrive à observer aussi que pendant un moment, je vais me concentrer sur une matière ou un détail. Et après, je vais l'explorer. Et après, ce détail-là va devenir une partie d'une narration et d'un monde narratif. Comme vous avez vu dans The House, je ne vais pas montrer, mais il y avait plein de pièces sur lesquelles je travaillais qui après étaient dans cet univers. Et du coup, une des matières que je travaille depuis des années déjà, c'est le sucre carbonisé. Et en fait, c'est une matière c'est du sucre brûlé à 250 degrés, et après je le rebrûle, après je le coule dans les formes. Et en fait, quand la pièce est exposée, le sucre réagit à la température et l'humidité de l'espace, et du coup, ça coule ou ça s'arrête, ou quand il fait sec, c'est comme du verre. Et en fait, c'est une matière vivante qui est devenue très symbolique, on peut dire, très importante dans mes projets. Et comme dans celui-là, ça s'appelle like mushrooms after rain, ça veut dire comme des champignons après la pluie. Je ne sais pas s'il y a une expression comme ça en français, mais ça veut dire que des choses commencent à pousser très très vite après la pluie, et aussi dans une manière désorganisée. Et en fait, cette pièce, c'est plus une recherche pour moi, presque alchimique, on peut dire, parce qu'il y a des différents matériaux comme
finalement, le sucre carbonisé, c'est du charbon. Calcium, il y a des coquillages, des huîtres. Enfin, les verres à l'intérieur, c'est fait avec des coquillages des huîtres. Là, encore une fois, des éléments qui sont cristallisés dans le sel. Et en fait, tout ça est comme une machine qui transforme l'énergie, qui est dans un état de composition et décomposition en même temps. Et du coup, je prends souvent ces éléments que j'ai créés dans les différents projets et après je les réattache pour créer des nouvelles univers. Et du coup, celui-là, c'était vraiment comme si c'était une transformateur de l'énergie. Il y avait aussi des miroirs qui reflètent cette énergie, les panneaux qui peut-être accumulent l'énergie, qu'ils écoutent. C'est aussi la sensation que la pièce, en fait, elle nous écoute ou nous regarde ou réagisse à notre présence qui était important pour moi. Et ces boules de caramel, toujours, en fait, leur forme vient des caméras de surveillance. Et la première fois où j'ai travaillé avec cette matière, je fais des petites boules comme ça dans une ascenseur à Cooper Union pour faire un appel avec une surveillance en fait de cet endroit. Et on avait tout un cours dans un ascenseur en parlant de... Du coup, l'installation était interactive pendant que je parlais de ça. Et du coup, la pièce réellement réagit à notre présence parce que c'est un peu un indicateur des changements de température, d'humidité, et notre présence fait ça aussi. Et en même temps, dans une manière un peu plus métaphorique, parle d'un état d'être observé ou surveillé. Après, ça dépend parce qu'il y a certaines worlds, comment on dit worlds? Des mondes? Oui, certains mondes qui sont un peu plus féeriques, on peut dire, que j'ai créés, et certaines qui sont plus placées dans notre... plus proche de notre réalité, on peut dire. Mais du coup, vous allez voir plus tard. Ça va, ok. Là, je vous montre... je vais passer aussi des images parce que j'ai préparé vraiment beaucoup. Après, vous pouvez demander des questions, mais je vais juste passer comme ça. C'est certaines expositions où... ça, c'était avec une autre artiste, ma cousine d'ailleurs. On a fait une installation et on a recouvert le sol avec du sel. Du coup, c'est aussi des interventions avec des éléments naturels. Par exemple, là, il y avait du alcool spécifique qui... on voit pas vraiment, mais le fait que ce soit l'alcool, que ce soit certains types du sel ou certaines épices, c'était très important pour l'installation. Là, il y avait une partie vidéo qu'on avait fait ensemble. Et du coup, en fait, on a créé un espace qui ressemblait à un bureau avec des stores californiennes, avec une grande lampe qui descendait de plafond. Pardon. Alors, c'est fait avec, encore une fois, des coquillages des huîtres. Et en bas, toute cette matière-là, c'est de la cire d'abeille pour qu'on met dans les ruches pour que les abeilles puissent faire leur maison. Et à l'intérieur, il y a de la lumière UV. Et encore une fois, c'est un peu une pièce alchimique. Tu voulais dire quelque chose par rapport à cette pièce? Non, mais qui reprend aussi cette idée... Une pièce qui aussi reprend encore, parce que l'huître, tu l'as utilisé à plusieurs reprises aussi, en rapport avec... ça vient aussi plus tard, je crois, dans les images, mais quand tu réutilises ces stores et que tu insères, qui renvoie vraiment à la question de l'architecture, de la tour, en fait, du paysage urbain, et avec ces huîtres que tu mets, en fait, tu fais une sorte d'agglomérat d'huîtres, et dans lequel tu insères une petite fenêtre. Et donc il y a cet effet de créer une sorte de monument, en tout cas de référence à un bâtiment, en fait. Justement, ça arrive juste après ça, parce que c'était la pièce de quelle ça a venu. Du coup, on peut voir un peu comment certaines idées se clarifient avec le temps, et les matières trouvent leur propre place, et après je ne les bouge plus de cet endroit-là. Mais on va parler de ces maisons-là, c'est dans la partie numéro 2. Et du coup, ça c'était des installations où vous voyez juste la matière... carbonisée encore une fois, et toute la pièce qui
qui ressemble comme un salon dans lequel il y a quelque chose qui se passe. Du coup, encore une fois, c'est une installation active. Du coup, ça, c'était l'exposition que j'avais faite au Palais de Tokyo. Et encore une fois, il y a la matière en caramel que, du coup, ici, vraiment devient de plus en plus définie comme... Enfin, ça devient vraiment comme des yeux. Et encore une fois, c'est un univers un peu avec plein de différents systèmes, on peut dire, de nature, l'architecture, qui s'entremêlent pour créer, pour moi, enfin, ça veut dire comme une constellation des étoiles qui est au-dessus de panneaux solaires, en fait, qui font que, en fait, parce que là, c'est ouvert, il y a du soleil, ça chauffe un tout petit peu et du coup, la pièce aussi coule un peu plus vite. Mais le moment où ça coule, bah, du coup, ça couvre la surface des panneaux solaires et du coup, bah, c'est en fait des éléments qui sont vraiment liés dans un cycle de changement où ils sont interconnectés. Et c'est là aussi où, bah, en fait, chaque matériel est là parce que il symbolise quelque chose, mais aussi c'est comme si, enfin, c'était des phrases qui sont faites avec des matériaux. Du coup, ça symbolise quelque chose, c'est quelque chose, je vais dire chimiquement et comment c'est fait. Et après aussi, chaque de ces éléments, dans des différentes langues, on les comprend dans une certaine manière. Et du coup, c'est toute une, comme un calembour un peu. Ça, c'est une matière qui est faite de champignons. Ça, c'est des éléments qui ressemblent un peu à une architecture. Et surtout, ce qui était très important, c'était la manière dans laquelle c'était connecté. J'ai développé cette attache avec 23 trous. Du coup, tous les éléments, en fait, c'est des tâches. Et ils peuvent rattacher dans de différentes configurations. Par exemple, là, je vais remonter cette pièce. Elle ne va pas ressembler à la même chose, mais dans un autre musée, dans un autre contexte. Et en fait, à la place de mettre 24 trous, j'ai décidé d'en faire 23 parce que, en fait, quand il y a 24 trous, ça fait comme si c'est 24 heures, mais si tous les angles sont 30, 45, 60, c'est des angles qu'on connaît. Et du coup, le fait d'enlever pour moi 1 heure, mais aussi un trou, ça fait que tous les angles dans lesquels la pièce s'attache sont un peu bizarres. Et du coup, ce qui fait que pour moi, toute cette pièce se connecte dans un système qui est un peu autre que le nôtre. Et c'est comme un différentes dimensions tempo-spatiales. Voilà. Du coup, il y a des petites choses comme ça cachées que j'invente, qui sont peut-être pas, enfin, on les voit pas au premier regard, mais après, ça fait que toute la construction, en fait, va être différente. Ça, peut-être, je ne vais pas en parler. Bon, ça, c'est des landscapes. Et du coup, la deuxième partie de la conférence, c'est domestic space versus public space. Du coup, l'espace domestique et public, ou celle d'avant, j'avais l'impression que c'est un peu plus la nature et l'architecture. Et du coup, là, Clara, tu as parlé de pièces, enfin, c'est des pièces qui se rapprochent plus à l'espace domestique et qui questionnent peut-être la manière dans laquelle on habite ce monde. Et c'est une série de pièces que j'appelle l'ère des chiens, entre chien et loup. Et du coup, j'aime beaucoup cette expression en français qui décrit un moment dans la journée où c'est plus la journée, mais c'est pas encore la nuit. Et du coup, j'ai commencé à créer comme si c'était des paysages des villes, en fait, des villes flottantes, un peu vides, des accumulations des coquillages qui représentent des accumulations des appartes, mais finalement séparés. Enfin, c'est un peu... Ça parle d'une... Enfin, c'est pas une vraie communauté, c'est juste une accumulation, en fait. Et du coup, les stores, c'est comme... Bah, c'est des éléments de l'espace de travail, et aussi des confusions. Enfin, moi, je divise tout en espace personnel
et espace de travail. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde dans lequel on est un peu... surtout aussi pendant Covid, l'espace de maison est devenu l'espace de travail. Enfin, il y a toute une confusion en fait de où on peut se cacher de nous et où on est dans le système de travail tout le temps. Du coup, je vous montre un peu des photos. Et chaque année, j'en fais quelques-uns et les éléments changent. Celle-là, elle est un peu différente, mais les éléments changent. Ça dépend des couleurs que je trouve dans le Leroy Merlin à ce mois-ci. Et en fait, les formes en haut qui sont faites avec des coquillages, je prends l'inspiration à des bâtiments qui se retrouvent autour de l'endroit où j'ai mon atelier à ce moment-là. C'est souvent banlieue, c'est souvent... vous voyez, en fait, même derrière, là, sur une photo, c'est un peu le paysage desquels je parle. Et du coup, je fais des maquettes, je les couvre après avec des coquillages. Et on a des petites fenêtres qui restent, qui suggèrent encore une habitation ou le fait que c'était un bâtiment. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu un mémoire, like a diary, aussi de mes déménagements, de bouger tout le temps avec un atelier, de changer de place, des résidences ou les endroits où je peux travailler à ce moment-là. Et du coup, ces pièces me suivent un peu comme ça. Je pense que je vais les continuer. Du coup, en fait, j'ai pas beaucoup de séries dans mon travail, mais ça, c'est une. Et c'est aussi intéressant pour moi de voir... maintenant, j'en avais fait peut-être 12. Chacune, c'est un moment dans le temps aussi. Et j'aime bien que pour une fois, la forme reste pareille. Et il y a de petits détails qui changent. Parce que ça me donne un peu de la stabilité mentale. Alors, self and the other. J'ai parlé trop longtemps. Ok. En fait, les dernières narratifs que j'ai développés, comme Clara vous avez un peu raconté, ça s'appelle The Dream House. Et du coup, encore une fois, on revient à la notion de la maison. Pour le coup, elle est imaginaire. Et du coup, en fait, j'ai inventé ce projet dans lequel j'imagine qu'il y a une Dream House, qui est un programme qui invente le monde pour ses caractères qui s'appelle Butterfly People. Et en fait, cette maison de rêve, elle n'existait pas vraiment. C'est le fait que les caractères, que les personnages rêvent d'une maison de rêve, que ce système existe. Du coup, ils sont un peu dans une interaction, dans une fiction un peu comme ça, dans laquelle ils vont au travail chaque jour. Et du coup, le travail, c'est 4 chambres dans lesquelles ils se retrouvent, dans lesquelles il y a 4 différentes musiques qui étaient écrites pour créer des différents états émotionnels, mais aussi chaque de ces musiques touche un peu à différentes parties du corps. Ça veut dire métal, c'est plus des jointures, des bras, bass, c'est plus le ventre à l'intérieur. C'est aussi, c'est un peu métaphorique, mais c'est aussi physique par rapport à des fréquences qui sont utilisées. Et en fait, ces caractères, par leur performance, par tout ce qu'ils font dans ces chambres, ils ne sont pas trop au courant de ce qui se passe ou pourquoi ils sont dans ce système, mais en fait, toute leur énergie émotionnelle, énergie physique, fait que ce système, la Dream House, marche et fonctionne. Et en fait, ce système, c'est les 4 chambres, c'est les couloirs, c'est les ascenseurs, c'est tout un système un peu utopique, dystopique d'un bureau ou d'un système capitaliste, en fait, peut-être. C'est aussi la première fois où il y a des personnages ou des caractères qui apparaissent dans mon travail, qui devient la matière aussi, la matière vivante et modulable, on peut dire. Moi aussi, je faisais partie de ces performances. Du coup, je me suis mis aussi à la place de quelqu'un qui expérience en même temps. Du coup, j'ai l'impression que c'était un projet aussi très basé sur l'idée de comment on peut créer une groupe, comment on peut bouger ensemble, c'est où les frontières entre moi et l'autre. Et du coup, il y avait aussi des interviews après dans lesquelles les personnages répondaient des questions par rapport à ça, mais aussi par rapport à What is the house of your dreams vraiment? Qu'est-ce que c'est la maison de leurs rêves?
plutôt, il parlait plus d'une construction sociale plutôt que l'architecture, mais l'architecture aussi. Mais du coup, ces deux choses-là étaient importantes ensemble. C'est vraiment... J'ai beaucoup trop parlé avant, mais... ok, mais du coup, je vous montre. En fait, là, c'était présenté à Kiev pour Future Generation Art Prize. Et du coup, j'ai utilisé les miroirs, pas des miroirs, des fenêtres d'un bureau de travail à Kiev avec lesquels je fais les espèces de cages comme des ascenseurs pour installer des costumes, des vidéos. J'ai aussi enlevé les murs et les plafonds, tout ce que je pouvais. Là je ne pouvais pas parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais dans cette notion de montrer ce qu'il y a à l'intérieur et ramener l'extérieur à l'intérieur. Et du coup, il y avait plein de pièces qui suivaient, en fait. C'est vraiment... En fait, je devrais commencer par ça. Mais du coup, c'est pour vous montrer un peu que encore une fois, c'est une narrative qui se développe dans les sculptures sur lesquelles je travaille, sur le monde réel extérieur. Enfin, du coup, ça veut dire que quand j'arrive dans un endroit d'exposition, l'espace est important pour moi aussi. Et les bureaux, enfin les bâtiments qui nous a donné les fenêtres, enfin c'est une réalité, enfin tout a un sens. Du coup, par exemple, ça c'était une pièce qui est un peu le sarcophage, l'ouverture de cette narrative. C'est un modèle, enfin c'est un moule d'un mannequin de sauvetage, du coup la première coquille, on peut dire, de cet humain qui est en train de se créer dans ce monde, qui a été scanné. Après, j'ai fait tout ça en 3D. C'était aussi des champignons scannés. Et après, tout était découpé dans une CNC. Du coup, en fait, c'était aussi... chaque de ces pièces, c'était un peu inventer une nouvelle... travailler avec une technique, mais inventer comment le faire. Enfin, c'était un développement pendant une résidence à Lafayette Anticipations. Du coup, en fait, dès le début, enfin, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler, mais il y a certaines choses qu'on peut prévoir, la manière dans laquelle je vais mettre le bois, ou enfin, jusqu'à où on peut aller avec la machine, et après, qu'est-ce qu'on doit finir à la main. J'adore, en fait, quand ils disent « non, c'est pas possible, on va jamais faire ça », et après les pièces sont quand même là. Ok, je vais toujours dans une mauvaise direction. Ok, du coup, il y avait des costumes. Toutes les parties de cette monde, en fait, de cet univers, après, changent et se développent aussi. Ça, c'était des pièces en bronze, qui aussi reprend la forme des mannequins de sauvetage, qui devient un peu le totem de cette monde. Voilà. Du coup, en fait, il y avait des vidéos aussi. Et je voudrais vous montrer un petit extrait, peut-être, parce que, en fait, c'était vraiment plusieurs expositions que j'avais faites. Une fois, je montrais juste 4 vidéos de 4 chambres où on voit un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce monde. Okay.
je bouge un peu, parce que c'est assez lent. Je peux parler en même temps? Ok, en fait, toute la vidéo était filmée avec des caméras qui étaient sur le corps des performeurs et performeuses. Du coup, c'était pour vraiment donner cette impression que c'est presque comme un jeu vidéo dans lequel on peut rentrer à chaque fois quand le personnage se touche. En fait, ça switch de personnes. C'était aussi filmé en caméra 360. Du coup, c'est les vues un peu bizarres que vous voyez au début. Pour avoir cette notion de aussi une caméra de surveillance bizarre, comme si c'était un bureau dans lequel il se passe des choses un peu bizarres, où en fait les personnages essayent de se rencontrer ou de se... Enfin, chaque vidéo aussi, c'est une différente partie ou différents moments un peu genre des interactions humaines, mais comme si on ne savait pas comment le faire et du coup on le fait complètement différent. Enfin, où on essaye de, pour rencontrer quelqu'un, par exemple, on essaye de mettre un doigt dans leur cerveau, enfin, dans ce sens-là, quelque part. D'ailleurs, on n'a pas pris des drogues, c'était juste filmé comme ça. On était enfermés dans la chambre pendant très longtemps et on a préparé les performances avant avec un danseur et chorégraphe, pendant lesquels on apprenait plus justement à réagir à corps de l'autre, à s'accorder, enfin à vraiment savoir être ensemble. Et on avait des certains mouvements, mais finalement tout ce qui s'est passé à l'intérieur, on a découvert plein de choses après quand on a vu les vidéos. Et aussi ici vous voyez, ça se passe dans une chambre, mais en même temps simultanément ça se passe dans des ascenseurs, 4 différents ascenseurs, où c'est des espaces très fermés, où la sensation de social awkwardness est vraiment très très grande. Enfin, c'est vraiment des espaces très bizarres qui, sur lesquels je travaille aussi beaucoup. Après, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais, voilà, du coup, c'était pour vous montrer un petit bout de ça. Si vous voulez après voir toutes les vidéos ou le projet, je peux vous aussi laisser les documents. En fait, maintenant pour la biennale, si tout se passe bien, en fait, je vais essayer de développer cette monde, mais en utilisant en travaillant avec mes amis qui travaillent avec intelligence artificielle, mais ils sont en train de créer un peu, comment dire, je sais même pas, j'ai même pas de nomenclature pour ça. Enfin, un peu un autre système pirate qui ne dépend pas de grosses boîtes comme Google ou Amazon, enfin ce genre de choses. Du coup, c'est un peu des pirates de AI. Et avec eux, on va essayer de développer la Dream House comme un jeu dans lequel tu peux rentrer. Et en fait, comme tout était filmé en 360, peut-être on peut un peu travailler sur ça et voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Réalité virtuelle. Oui, oui. Mais après, Après, il y a toujours des éléments physiques, ok. Ça, c'est des autres représentations de la maison des rêves. Pourquoi le papillon? Ah, pourquoi le papillon? Les papillons, c'est parce que c'est la transformation. Voilà. C'est le symbole de la transformation, je pense. Et de quelque chose de féerique, dans notre monde, peut-être. Et en fait, l'identité de Butterfly, du coup le papillon, elle reprend un peu les formes des costumes de travail, et du coup ces costumes, je les considère aussi comme des sculptures. C'est tout. J'ai travaillé sur tous les costumes de vidéo, qui après j'ai retravaillé encore une fois, qui donne en fait ces caractères presque shakespearesques, j'adore. It's a fairy tale. Et après, il y a tous ces éléments dans lesquels ces personnages sont un peu genre derrière un vitre, derrière une réalité, et en s'approchant à notre réalité,
commence à avoir des corps. Du coup, il y a beaucoup de transformations aussi dans... je travaille plusieurs aspects, mais physiquement dans la sculpture, il y a beaucoup des aspects comme ça Il y a toujours aussi beaucoup de fils de cuivre qui pour moi symbolisent l'énergie aussi. Je prends les fils de cuivre des batteries ou des choses comme ça. Pour donner la vie et vraiment essayer de construire comme un Frankenstein, on peut dire. Il y a toujours cette transformation de la matière dans mon travail. Ok. Aussi beaucoup de... Maintenant, enfin là, ok, c'est la dernière pièce de laquelle je parle, j'ai encore 2 minutes. Du coup, c'est une pièce qui est une pièce sonore. C'est des interviews avec des butterfly people. Et en fait, il y a un champignon qui est connecté à l'ordinateur. Et il y a des questions qui sont posées. Et en fait, c'est le champignon qui change la personne qui répond à la question. Du coup, c'est un peu comme... Enfin, il y a un sensor à l'intérieur du champignon. Du coup, cette information-là, qui est courant d'électricité, enfin, c'est hyper simple, cette information-là change un peu aléatoirement quelle personne répond à la question. Du coup, ça fait que c'est comme si il y avait à chaque fois... Enfin, c'est une pièce vivante dans laquelle les réponses se mélangent un peu. Et en fait, cette champignon, c'est Lion's Mane. Et c'est un champignon qui régularise notre état émotionnel, aide à la reconstruction de connexions neuronales et la mémoire, et aussi la balance du sucre. Et du coup, en fait, toutes ces choses-là sont un peu... se mélangent un peu, et c'est pas sans importance que c'est ces champignons-là que j'ai choisis pour cette installation. Et aussi, il y a un autre facteur, c'est que en fait, les champignons, pendant le temps d'exposition, il faut que ça soit arrosé chaque jour. Et c'est vivant. Et comme, en fait, la mémoire de cette expérience, la mémoire et tout ce que ces gens disent là, est vivant aussi. Et on a besoin de prendre soin de cette mémoire, de la parole qui est vivant, en fait. Et aussi, ce qui est important, c'est que cette demande de simulation, dans ce cas-là, c'est pas moi vraiment qui explique ce que c'est, mais c'est les expériences de tous ces personnages-là qui, à chaque fois, racontent un peu différemment cette histoire et donnent une autre perspective de ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont vu, en fait. Et en fait, ça, c'est aussi une pièce que je développerai pour la Biennale. Et là, il y a juste quelques photos dans de différentes expositions où les mêmes pièces ont été installées. Du coup, vous voyez un peu Enfin, tous ces éléments-là sont quelque part liés avec la Dream House. Voilà. Là, il y a une pièce avec Caramel aussi qui contient une caméra de surveillance, du coup, qui est un peu cachée dans tout ce qui est... Ah oui, ça, c'était la pièce que j'avais faite à Cognac, dans la résidence Martel. Du coup, je travaillais avec du verre, on a développé toute une technique pour faire ces pièces-là. J'adore aussi faire ça. Venir chez des gens et leur dire on va faire quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et en fait, c'était le moule, on peut dire, des boules métalliques qui sont là. Et en fait, chacune était cuite à des différentes températures qui donnaient des différents états sur les verres. Et c'était aussi pour rappeler en fait la transformation de sucre, du coup pour avoir un lien entre ces deux matières et avoir un contenant qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur en fait, qui est genre un peu modifié par ce qu'il y a à l'intérieur. Là il y a une petite chaussure. Ok, merci beaucoup. C'est peut-être beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez tout de suite des questions spontanément? Moi, je peux en poser une, mais oui. Alors, Khadija, je vais donner le micro. Bonjour. Du coup, ma question, ça serait
des pièces que vous avez parlé tout au début autour de la Croatie. Je me posais la question comment vous êtes arrivé à la Croatie, puisque vous auriez pu choisir beaucoup d'endroits. Et j'y suis déjà allée là-bas, et moi, ça ne me serait pas venu en tête de prendre ce lieu exactement. Donc, Oui. est-ce que c'était par hasard? Est-ce que c'était voulu? C'était pendant des vacances ou... Bah, en fait, c'était un peu ma maison d'enfance, on peut dire, Okay. où on s'est rencontrés avec ma famille. Ma famille vit en Pologne. Et en fait, c'est aussi... je parle un peu croate. Enfin, on y allait depuis très jeune. Du coup, ça est devenu un peu genre ma deuxième maison. Et finalement, je trouvais... voilà. Du coup, c'était un peu de revenir à la maison, mais du coup, c'est pas ma maison, parce que c'est juste une maison de vacances. Et amener tout ce que j'ai fait pendant 5 ans et le mettre un peu et voir, mais ça veut dire quoi en fait, je comprends rien. Enfin, c'était un peu comme ça. Mais aussi, c'était mon lien propre avec la Méditerranée par l'Europe de l'Est, on peut dire. Enfin, tu vois. Après, c'était pas très important de savoir que c'est en Croatie ou quelque part d'autre. Après, pourquoi j'ai choisi cet endroit, c'est parce que je les connaissais déjà et je les trouvais très bizarres. Et je trouvais qu'il y a une magie un peu dans cet endroit-là, une potentiel pour un narratif, mais qui n'était pas non plus très... Enfin, on pourrait dire que ça pourrait être n'importe où, un peu dans la Méditerranée. Du coup, oui, j'ai dit que c'était en Croatie, mais en vrai, c'est pas très important si c'était en Croatie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les champignons Oui. dans ton travail? En fait, les champignons, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est comme un système vivant incroyable. Les champignons sont capables de littéralement changer leur ADN quand ils rencontrent une obstacle. Enfin, il y a plein de choses. En fait, il y a tellement de choses. Je suis un peu... je ne sais pas si ça t'intéresse aussi, peut-être, t'en sais peut-être même plus que moi, mais pour moi, c'est vraiment c'est comme une métaphore d'un ordinateur, non, même pas un ordinateur, mais vraiment une intelligence artificielle, enfin genre le brain. Et ça symbolise un cerveau et la manière de s'adapter, enfin c'est comme si ça contrôle en fait tellement plein de différents aspects de notre vie et de la nature. C'est quelque chose qui est entre les plantes et les animaux. Enfin c'est pas défini. C'est vraiment le lien. Je trouve ça absolument fascinant. Et aussi, il y a cet élément très important, c'est que les champignons transforment la matière morte à une matière vivante. Du coup, c'est un peu comme un teleport ou un portail de la mort jusqu'au moment vivant. C'est pour ça aussi que le cercueil, le modèle en bois, enfin, il est pollué par des champignons. Enfin, du coup, c'est parce que c'est un portail un peu de la mort à une autre vie. Voilà. Du coup, je l'utilise pour plein de différentes raisons. Après, le Lion's Mane, c'était pour les raisons que j'avais expliquées. Du coup, comment ça affecte notre cerveau aussi. Les champignons ressemblent à un cerveau ou un cloud. Enfin, nuage. Et du coup, c'est aussi un autre lien avec un nuage d'informations. Ouais, c'est un peu de la geek. Voilà. Après, là, réellement, les champignons, il fait pas
il fait rien. Enfin, j'essaie pas de faire la musique des champignons ou qu'est-ce que le champignon va nous dire. Enfin, là, il est placé et c'est dans ce système, dans cette pièce, c'est plus métaphorique. Mais c'est important que ça soit celui-là. Parce qu'en vrai, à la place de ce champignon, je pourrais mettre une patate avec le même sensor et juste le courant d'électricité à l'intérieur, ça donne une information et cette information-là pourrait influencer les interviews. Ça veut dire, d'ailleurs, ça pourrait changer l'intensité du voix, enfin plein de différentes choses. Moi, j'ai choisi que ça change la personne qui parle. Mais du coup, c'est plus métaphorique. Le champignon, il n'y a pas un pouvoir d'être actif dans ce système. Par contre, moi, je crois que, que peut-être le futur de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'utiliser des éléments biologiques, des champignons, des phéromones, des hormones, de la matière vivante. Mais je ne sais pas si ça va être bien ou pas, mais je pense que c'est le futur. Parce que c'est des aspects vivants et aléatoires. Et en fait, intelligence artificielle, c'est pas juste une base de données, une infinie base de données. Enfin, je sais pas, mais pour moi, il y a toujours un côté qu'en fait, genre, il faut créer une situation pour créer une narration, une situation de différents éléments, et toujours laisser un élément qui est impossible à prévoir. Et en fait, c'est là où comment dire, mistake. Une erreur. Une erreur. Et en fait, de cette erreur, toujours, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Enfin, pour moi, en tout cas. Du coup, j'ai créé toujours des systèmes que j'ai défaits en même temps, et après, j'arrive pas à finir mes pièces. Voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Du coup, c'est cette notion de peut-être quand tu dis que tu n'arrives pas à finir tes pièces, c'est plutôt qu'à chaque fois elles ouvrent sur d'autres pièces, on a une espèce de ce que tu fonctionnes par projet en fait, qui s'emboîtent et découlent les uns des autres aussi et qui se tirent comme ça avec des retours aussi en arrière. Et la Dreamhouse en fait, c'est aussi un espace de prolifération où il n'y a pas de centre, il n'y a pas de narration centrale, et justement il y a une sorte de c'est assez comme, oui, c'est un rhizome en fait, j'ai l'impression, comment tu le déploies et avec les différents supports aussi que tu utilises. Mais juste, je pensais justement à cette question de la notion, on va dire, la question de l'extinction, c'est-à-dire quand tu l'appliques, parce que dans ton travail, il y a vraiment, je trouve, d'une façon assez, à la fois très liée à un vécu générationnel, et il y a vraiment il y a la figure qui revient, qui est celle du mutant ou de la mutation, des hybrides, enfin des nouvelles formes d'hybridité, et qui renvoie chez toi aussi à ce que tu évoques souvent, le fait d'être toujours en transit aussi, de cette absence aussi d'un enracinement en fait. Dans cette fameuse maison qui en fait, tu dis, la maison rêvée, c'est aussi parce que il n'y a pas la vraie maison enracinée à un endroit en fait, et qui va aussi avec pas simplement le fait d'avoir à toujours être sans attache géographique, mais aussi d'un point de vue de la façon dont les identités sont construites aujourd'hui en fait, par plein de on va dire d'interfaces aussi liées à la question des réseaux, des formes de fluidité liées au numérique, etc. Et peut-être que cette question-là, elle se lie. Il y a vraiment un enjeu écologique très fort dans ton travail qui, en même temps, traite jamais la question écologique de manière séparée comme un sujet en soi, mais c'est-à-dire à chaque fois, tu te sers de cette question-là pour interroger, on va dire plutôt des formes. Une manière de remettre un peu en cause, mais pas d'un point de vue théorique, justement, mais comment tu produis tes formes, comment tu agences tes formes, parce que c'est beaucoup des maillages entre des éléments qui sont empruntés à différents champs et qui sont chargés de symboliques différentes. Mais il y a vraiment cette idée
de confronter, de sortir de certains schémas en fait de dualisme en fait aussi, d'opposition en fait binaire, qui et notamment la question de la nature et de ce qu'on entend par nature ou par culture et comment ces notions-là se sont construites au fil des siècles et se sont aussi à un moment donné vraiment constituées dans des vis-à-vis, des oppositions très fortes. C'est ce qui évidemment, enfin voilà, se traduit dans ton rapport à la matière, mais peut-être aussi dans les narrations et les mythologies que ton travail véhicule et qu'il essaye de pousser jusqu'à presque un point, enfin que tu appelles le féerique, mais enfin, est-ce que finalement cette notion sur cet entrecroisement entre ce qu'on appelle nature et culture, toi comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as conscientisé dans ton travail? Est-ce que c'est bah, non. Je trouve que toujours, bah, c'est des différents aspects, on peut dire, qui font le tout. Et du coup, tout ça se mélange et c'est important que tous les éléments sont là, pour moi en tout cas. Enfin, la culture, nature, enfin, j'utilise des différents realms, je ne sais pas comment traduire ces deux mots, mais en gros, comme le monde des champignons et des coquillages, enfin, c'est genre calcium, c'est différent, enfin, c'est pas trop la matière vivante. Après, sucre qui coule, mais en fait, ça coule parce que la température change. Après, il y a un aspect culturel, des symboles, des choses qu'on connaît, enfin des références même de, je sais pas, mythologie, mais même animé ou des choses comme ça. Après, notre vécu comme génération et comme dans mon dernier projet, il n'y a pas un héros de cette narration, mais c'est des héros qui font un. Enfin, c'est une groupe en fait de gens. Oui, déjà dire nature, culture, ça crée une division entre ces choses et j'ai jamais vu ou j'ai jamais travaillé dans cette manière-là. Mais après, c'est vrai que par exemple ici, le personnage est contrasté avec une structure très rigide. C'est des structures trouvées, c'est des parties de, encore une fois, un bâtiment des bureaux qui était à côté de Fimanco où j'avais mon atelier à ce moment-là. Du coup, bah, c'est contrasté avec notre réalité d'aujourd'hui qui est peut-être pas, enfin c'est pas la technologie, mais c'est le paysage dans lequel on vit, le paysage des villes, enfin le paysage aussi économique. Et, voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question. Oui, non, c'est... Mais par exemple, tes pièces en sucre carbonisé, au-delà de ça, elles évoquent souvent la ruche, et en fait, finalement, aussi, il y a une sorte de côté aussi assez inquiétant dans cette prolifération comme ça de cette matière noire, un peu comme tu dis aussi que tu appelles abjecte, enfin que tu renvoies dans le domaine qui a été déjà défini aussi par Julia Kristeva dans un livre d'ailleurs que je vous conseille de lire sur l'abjection. Il y a aussi cette idée enfin là c'est un sucre on va dire industriel quoi, raffiné qui te sert à produire ce caramel et donc c'est vrai cette espèce de cette manière aussi comment des éléments de l'industrie ou produits vraiment des artefacts humains vont être dans une sorte de biomimétisme, comment se mettre à imiter le vivant en fait et deviennent des sortes d'imposture à des moments ou comment dirais-je, pas forcément d'imposture, mais cette tendance qu'ont les objets que tu réintègres dans des formes qui vont évoquer des fleurs, les tournesols, enfin, et donc il y a vraiment alors qu'on est vraiment dans des objets qui sont très ancrés quand même dans ce qu'on peut appeler l'artificialité en fait, et produite par la modernité, produite par le capitalisme, par un certain rapport à la productivité, au rendement, à l'extraction. Parce que d'ailleurs en fait dans cette pièce, on dirait vraiment en même temps moi, ça me fait penser à ces structures qui extraient le pétrole aussi, et en même temps, ça renvoie, on dirait en même temps une grappe de raisin et en même temps aussi un tournesol. C'est un peu comme si c'était un nez, enfin
un nez des caméras de surveillance qui commence à pousser, mais un peu dans un sens, enfin pas systématique, mais vraiment comme un cancer en fait. Enfin, juste comme tu avais exactement, comme tu as décrit, ouais. Et on ne sait pas justement si finalement la nature n'est pas en train en même temps de reprendre une sorte de mainmise sur ces machines non fonctionnelles qui donc du coup, d'un point de vue juste du fait qu'elles se mettent à elles-mêmes prendre la forme d'objets, enfin d'objets non, d'entités de la nature en fait. Et c'est vrai que c'est assez étrange justement cette incertitude entre ce qui est de l'ordre du sujet, de l'ordre de l'objet, de l'ordre enfin, il y a cette mutation en fait d'éléments quand même très marqués par des formes qui en fait ont vraiment rejeté complètement la nature, enfin, et qui du coup seraient comme retraversées, reprises en main par, je sais pas, même dans leur forme, par des ce qu'on pourrait renvoyer à du vivant en fait. Et c'est. Bah en fait je me rappelle que j'ai pas dit où vient le sucre, mais j'ai commencé à travailler sur ces pièces quand j'étais à New York. Et aussi, il y a un autre aspect de ces pièces, c'est qu'il y avait juste trop de sucre partout et dans tout ce que je mangeais là-bas. Et finalement, c'était comme si j'avais l'impression que toute la ville, toutes les pipes, étaient juste remplies de ce sucre et que c'est trop et que ça bloque les veines et qu'après, genre, tout le monde est diabétique. Enfin bref, il y avait tout un truc de la ville qui a procuré une espèce de phobie, on peut dire presque. D'écœurement même, de sorte de... Et que en fait même cet aliment, c'est comme un aliment qui sert pour... Enfin, pourquoi ils mettent autant de sucre? Je sais pas, je suis devenue un peu... j'aime bien aussi parfois de suivre une espèce de paranoïa comme ça et la développer dans un univers, à imaginer une monde de science-fiction dans lequel tout le monde est contrôlé par les quantités de sucre dans leurs veines. Et en fait, c'est aussi un élément qui alimente plein de choses en nous, enfin des parasites, des champignons. D'ailleurs, maintenant, il y a on a beaucoup plus de problèmes avec des champignons qui se développent parce qu'on mange des choses qui sont très fast food, genre le sucre, enfin très processed foods. Enfin, du coup, c'est des éléments qui nous affectent au niveau biologique, au niveau culturel aussi, enfin la production de tout ça. Et après, c'est comme ça que ça vient. En fait, ça vient toujours de plusieurs endroits. Et après, est-ce que à la fin, je ne sais pas si c'est la nature qui reprend le pouvoir, mais c'est une image d'un monde qui fonctionne dans cette manière-là. Et j'ai pas de réponse, ou je vois pas, j'ai pas de balance en fait entre lesquels éléments est plus important parce qu'ils sont tous entremêlés en fait. Oui, là, ça me faisait vraiment penser à l'image qu'on a souvent, qui a été développée, je pense, par Mike Davis aussi, qui a beaucoup travaillé sur un imaginaire, on va dire, de la grande ville dans sa dimension aussi la plus brutale. Et il a beaucoup travaillé notamment sur Los Angeles et qui prend souvent la métaphore aussi de l'herbe qui pousse après à travers soit un monde entièrement bétonné et qui pousse entre le béton et qui fissure le béton, ou quand même des végétaux qui repoussent après une explosion atomique en fait. Et il y a cet imaginaire-là dans ton travail, mais en même temps il y a en fait l'élément naturel les éléments naturels que tu dis. Tu n'utilises pas trop de végétaux en fait, de plantes, directement d'ailleurs, dans ton travail, mais l'élément naturel, c'est comme si cet imaginaire de la nature qui triomphe, qui parvient quand même à survivre et à retrouver ses forces à travers un monde qui l'a contraint et qui l'a évacué en fait pleinement. Ici, cet imaginaire il s'est transformé, je pense, chez toi, mais aussi j'ai l'impression chez pas mal d'autres artistes de ta génération, où finalement c'est plutôt savoir la rencontre, un peu la mutation que l'herbe en fait, qui elle-même a été polluée en fait, va
générer quel type de mutant en fait l'herbe va générer avec le béton. Hein, c'est plutôt l'alliage qui intéresse que en fait cette espèce de. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une thématique qui s'est développée après l'explosion nucléaire. Enfin, en fait, c'est un thème. Enfin, c'est ça en fait. Enfin, c'est post-nucléaire. Enfin, j'aime beaucoup un artiste japonais et j'ai absolument oublié son nom. Ok, il faut que je retrouve. Mais du coup, il parle beaucoup c'est un artiste des années 70. Il parle beaucoup sur la transformation. Il fait des espèces de paysages, des villes, mais genre très. Je suis sûre que tu les connais. Tetsumi Kudo ? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très présent depuis des années aussi, est présent aussi dans la pop culture, dans science fiction, dans animé. Enfin, c'est un peu la manière dans laquelle on voit le monde depuis un moment déjà, depuis qu'il y a eu quelque chose comme explosion atomique. Enfin, je veux dire. Oui, un imaginaire de post-atomique et qui en fait ne cesse de se maintenir et en même temps de se transformer dans des formes. Il y avait aussi, après il y avait Tchernobyl, juste à côté de la Pologne. Oui, enfin toi qui viens de la Pologne, et c'est vrai que c'est aussi un. Après, apparemment, c'est incroyable que justement sur les dômes qu'ils ont construits au-dessus de Tchernobyl, il y a des champignons incroyables qui sont en train de pousser et que, en fait, la meilleure manière de détruire les déchets, je n'ai pas envie de dire post-nucléaire, mais peut-être, enfin, qui sont très durs à décomposer, en fait, maintenant on utilise des champignons et apparemment c'est la seule chose qui. Enfin bref. Mais du coup, il y a encore un lien entre les champignons, la métamorphose, la mutation. Et oui, Tchernobyl, c'est vraiment pas loin. Pardon, je suis partie dans un autre truc. Non, je crois qu'on doit finir, non? Sorry. Désolée. Oui, mais est-ce que vous avez... des questions? Parce qu'on a une main qui se lève. Moi, je me demandais si tu connaissais et si tu étais inspirée par les liminal space sur Internet. Je sais pas si tu vois. Liminal space. Ouais, les espaces liminaux. C'est quoi? Ok. Je pense que ça pourrait t'intéresser, mais c'est une communauté d'internautes qui postait notamment beaucoup de photos sur des espaces qui deviennent uncanny. Enfin, très étrange. Mes préférés. Oui. Et ça devrait vraiment marcher avec toi. Et ça a notamment donné naissance à un phénomène de légende urbaine sur Internet, de récits collectifs sur les backrooms, par exemple. Les backrooms. Et du coup, c'est des espèces d'endroits, des espaces horrifiques, où du coup, qui sont totalement vidés de personnes. Il y a un peu des entités, des monstres dedans. Et par exemple, il y a les bureaux, en fait, tous nos endroits du quotidien sont tournés d'une façon à devenir horrifiques et pesants et anxiogènes. C'est très... Ok, il faut absolument que je regarde ça, mais je voulais te montrer cette pièce-là, par exemple, vous voyez à droite où elle est installée. En fait, c'était une exposition qu'on avait fait avec un collectif à Paris et c'était en dessous de la Défense. Du coup, vous voyez la Défense, c'est là où il y a tous les bureaux. Et en fait, il y a toute une ville en dessous où on accède par des couloirs. Enfin, c'est incroyable. Il y a toutes les... Enfin, il y a des... Enfin, c'était comme si c'était la ville en dessous de la ville. Et peut-être c'est un des... Mais du coup, c'est une site où c'est genre... Non, c'est pas un site, mais c'est un espèce de mots-clés où les gens se retrouvent. Enfin, c'est devenu un truc en soi. Mais si tu veux, je peux te donner si tu veux, je pourrais te donner des références. Oui, mais du coup, ok, c'est hyper intéressant. Mais du coup, voilà, ça, c'était... Je pense que dans un endroit qui est... comme si le monde des bureaux se retourne et en bas, t'as des halls, enfin, il y avait des halls incroyables. Et du coup, on a fait plusieurs... intervention dans cet espace, c'était complètement illégal. Du coup, ça a duré 1 nuit.
Et on guidait des visites et tout. Et il y avait un endroit où en fait, chaque personne a planté une petite plante parce que c'était le seul endroit où il y avait un peu d'eau qui tombait. Mais waouh, si je pouvais vous montrer des photos, c'est vraiment incroyable. C'est comme si on était comme des rats d'une énorme ville dans laquelle en haut il y a des gens qui travaillent dans le bureau chaque jour. Enfin, c'était assez incroyable. Oui, du coup, ça m'intéresse beaucoup des espaces comme ça. Et aussi, dans un sens un peu plus proche, une ascenseur, c'est aussi un endroit un peu entre les deux. Enfin, c'est les salles d'attente, même des aéroports. C'est des endroits de passage qui sont trop bizarres, qui sont censés nous accueillir, mais pas vraiment. Et après, il y a toutes les derrières, en fait, dans lesquelles on se déplace même pas, mais qui est juste genre incroyable, qu'on voit pas, quoi. Je pense que aussi, dans un musée, quand j'ai enlevé les murs, c'était aussi pour voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, parce que quand j'ai vu des photos, je demandais est-ce que c'est une 3D, parce que je comprends même pas. Enfin, et en enlevant les murs, on a vu la manière dans laquelle c'est construit très vite, avec des briques, avec tous les systèmes d'aération, et du coup de montrer ce qu'il y a derrière la réalité dans laquelle on vit, c'est aussi genre un aspect très... Enfin, ça revient dans mon travail aussi. Et la référence, justement, parce que Mark Fisher, c'est quand même une de tes références, The Here and the World, notamment que tu as souvent mentionné en lien avec la Dreamhouse, et qui parle justement de cette question de la liminalité, qui est une notion aussi d'abord qui a été développée en anthropologie pour des espaces entre, en fait, des espaces de marge ou de passage entre deux états, notamment dans un rite, au cours d'un rite, ou un rite de passage, en fait. Cette notion de liminalité, oui, Mark Fisher l'a traitée, parce que ça faisait résonance avec, je sais que tu es intéressée par l'œuvre de Mark Fisher. Oui, d'ailleurs, je crois que je la mets dans... Ok, oui. En fait, c'est un livre super de Mark Fisher qui s'appelle The Weird and Eerie. Je ne sais pas si c'est traduit en français déjà. Non, c'est pas traduit, il est juste en anglais. Mais c'est très court et c'est des essais sur cette notion de uncanny. Il parle de la musique, de David Lynch, et aussi du capitalisme. J'ai trouvé, vraiment super livre. Si vous arrivez à le trouver et lire en anglais, c'est vraiment trop bien. Est-ce que je l'ai dans un texte? Bon, après, notez Mark Fisher, c'est vraiment trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, les champignons dans mon travail, c'est un peu le côté... Toi, tu associes un peu le champignon au monde informatique, et je ne l'avais jamais vu de cette manière-là. Je l'avais vu plutôt dans le sens un peu opposé, dans le sens où l'informatique, peut-être que ce serait le nouveau post-nucléaire. Maintenant, on est en post-IA, peut-être. Et donc, j'associe pas mal l'IA et l'informatique à la finance et à une économie croissante, etc. Et je trouve ça intéressant que tu aies un point de vue où peut-être que l'IA, si elle fonctionne avec des champignons, peut peut-être être elle aussi anticapitaliste, alors que c'est vrai que moi dans mon travail j'ai l'impression que... Je pense que c'est un peu deux choses différentes, et j'ai beaucoup du mal avec IA, et en même temps, j'ai fait une comparaison entre que le champignon, c'est un système tellement développé comme si c'était un AI, mais en fait, non, AI essaye d'être comme un champignon, mais c'est pas un champignon. Mais par contre, je comprends cette connexion avec IA, finance, croissance, et du coup, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui, j'ai l'impression, comme j'avais dit, c'est des pirates de IA et qui essayent de créer un autre système un peu en dehors de tout ça et genre faire... Du coup, je suis assez curieuse où ça peut
ça peut amener, et ça m'intéresse beaucoup plus à travailler avec ces gens-là et voir jusqu'à où on peut pousser nos propres capacités de créer quelque chose avec la technologie, mais pas dans le système, enfin pas dans la même manière. Du coup, on verra ce que ça donne. Après, comme l'idée, je sais pas, moi, j'ai besoin d'être dans mon atelier, prendre deux bouts de bois, un fil de cuivre, parfois, mais c'est vrai que, je sais pas, peut-être de travailler avec une technologie comme ça pourrait être intéressant de moduler un monde qui a besoin aussi d'une nouvelle technologie pour qu'on puisse l'accéder, enfin, dans une manière très fluide. Mais ce questionnement des technologies qu'on utilise pour faire des choses, je pense que c'est très important. Et après, j'espère qu'on fera aussi beaucoup de recherches sur les champignons et leurs capacités. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un lien vraiment technologiquement entre un champignon et un IA, mais si on développe IA, je trouve qu'on aura besoin de matière biologique, et du coup, dans ce cas-là, je suis sûre qu'on va utiliser des champignons. Du coup, il y aura une solution technologique à nos problèmes. Non, mais je sais pas, j'ai aucune idée. Parce que... Moi, j'ai juste écrit des stories. Ouais, yeah. Okay. Et juste un autre truc sur... tu parlais de tumeurs par rapport au globe de sucre caramélisé. Et les champignons, ils ont une propriété, enfin les champignons shiitake, etc., ont des propriétés anti-tumeurs. Enfin, elles stimulent le système immunitaire. Et donc c'est assez drôle de voir les deux choses dans le même système, dans la même pièce, je veux dire, œuvre d'art. Oui, parce que justement, j'aime bien créer des pièces qui contiennent tous les éléments, qu'en fait le système est dans une sorte de balance ou de contradiction presque, ou qu'il y a un élément mais il y a un autre qui le balance. Et aussi, toute la pièce, en fait, c'est censé être des tournesols. Et du coup, ils sont renversés. Et du coup, en fait, les roots, du coup, les champignons sont en haut et le tête, c'est en bas. Et aussi, ça rappelle des étoiles. Et du coup, enfin, oui. Mais c'est important que les deux sont là. Oui, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches sur les champignons qui peuvent aider avec du cancer et ce genre de choses. D'ailleurs, pénicilline, ça vient des champignons, c'est le premier antibiotique. Enfin, so, makes sense. Voilà. Et les chaussures de vélo, c'est parce que les vélos vont sauver le monde avec les champignons ou... Non. Non, mais j'ai utilisé les chaussures des vélos pour toutes les performances, parce qu'en fait, elles ne sont pas faites pour danser, du coup ça crée que les mouvements sont un peu différents, et aussi c'était pour... on peut symboliser le fait que les personnages sont des machines, c'est comme, t'es attaché à une machine pour travailler, ils ont des caméras sur eux, du coup c'est un peu la mécanisation d'un être humain, ça devient des petites machines dans ce système. Et après j'ai beaucoup aimé aussi le fait que ces chaussures ont une marque LAC, et du coup ça veut dire la chance, et du coup en fait tu as besoin de la chance pour survivre dans cette monde dans laquelle ils se retrouvent. Du coup la chance c'est aussi l'erreur, c'est une coïncidence, c'est un peu de la magie. Et après, aussi, je voulais construire des chaussures très spécifiques, parce que comme ce monde, je l'imaginais que c'est des ascenseurs qui bougent dans tous les sens. En fait, il faut que les personnages qui sont dedans ont des outils faits pour se déplacer. Tu vois? Du coup, il faut inventer en fait tous les détails pour que ce monde ne s'écroule pas tout de suite. Je veux dire, tout est important en fait. Il y a la gravité, si elle est autre, il faut que ça marche autrement, mais avec des outils autres. Enfin, voilà. Après, c'est
C'est des chaussures de vélo avec, avec des bouts de bois, voilà. Des bouts de bronze, d'ailleurs, c'est du bronze. J'aime bien aussi qu'il y a des parties où c'est du bronze, il y a des parties où c'est des vrais bouts de bois, et ça se mélange aussi. Et qu'il y a des matières qui mimétisent les autres et qui remplacent les autres, un peu comme... comment dire, quand on doit remplacer une main avec un bout de... les prothèses, voilà. C'est bon, je crois qu'on a atteint l'heure. Merci à vous, merci Agatha. Merci. Merci beaucoup d'être venue et que vous avez resté si longtemps.